Bonsoir. Alors, en février 2020, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, au tout début de la crise sanitaire du Covid-19, eh bien, en fait, ce qui était très important pour moi, c'était que je puisse publier mon premier livre parce que je voulais apporter ma contribution à la théorie psychanalytique. Voilà, c'était ça qui était important pour moi. Ce qui veut dire que moi et ma toute-puissance, on s'est très vite heurté à une réalité et de taille, c'est-à-dire le confinement, l'arrêt des activités. On a annulé quand même 3 salons du livre, les librairies ont fermé, les bibliothèques aussi. Donc il a bien fallu, forcément, vu mon état de frustration, que je calme mes ardeurs et surtout que je lâche prise. Et puis, franchement, lâcher prise, malgré le mot, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile du tout parce que ça demande une réflexion, ça demande une démarche de conscience. Alors, dans ce cas-là, moi, je dis toujours, lâcher prise, c'est entre le contrôle et la maîtrise. Et je dis, il faut lâcher le contrôle et prendre la maîtrise. Pourquoi c'est important, cette notion-là? Pourquoi c'est important de faire la nuance entre le contrôle et la maîtrise de la situation, la maîtrise de soi? Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour la bonne et simple raison, c'est que c'est 2 visions du monde. Dans le contrôle, c'est une vision très étriquée, un champ de vision rétréci. Pourquoi? Parce que c'est très autocentré, et donc c'est très infantile. C'est je veux, maintenant, tout de suite, indépendamment des circonstances, ce qui est finalement la définition de la toute-puissance. Donc ça ne marche pas souvent. La maîtrise, c'est différent. La maîtrise, c'est une qualité qu'on peut avoir ou qu'on peut acquérir, qui est d'avoir un champ de vision bien plus élargi. En fait, c'est de la coopération, c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte les événements, la nature même de ces événements, la relation aux autres, ses besoins propres, le contexte, et là, on coopère. Donc, compétition dans le contrôle, coopération dans la maîtrise. Et puis, finalement, dans cette histoire de bouquin, qu'est-ce qui était important pour moi? C'était ma contribution. La publication, oui, c'est vrai. Mon ego aurait pu quand même attendre un petit peu. En même temps, j'ai quand même réussi à le faire. Mais cette contribution-là m'a amenée à réfléchir et à devenir créative. Et c'est ça, la maîtrise de soi. C'est qu'on arrive à faire quelque chose des événements. Cette pandémie, j'en ai fait quelque chose. Et donc, pour être contributive, accessoirement, je me suis rappelé que j'avais été journaliste dans une première partie de carrière et que je savais appréhender l'actualité. Donc, j'ai écrit des articles que j'ai mis sur mon site internet, tout simplement, et les réseaux sociaux ont relayé. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces articles? De la contribution pure. J'ai aidé les gens à essayer de calmer leurs angoisses, à surmonter la situation, à structurer le temps, comme on disait souvent. Les psys ont été vraiment des pigistes permanents sur les plateaux de télé. Et j'ai été interviewée, et je me rappelle de cette journaliste qui m'avait demandé de décrypter pourquoi elle rencontrait dans ses enquêtes des couples qui, soit voulaient absolument à ce moment-là faire un enfant, dans le confinement, peut-être pour conjurer un chaos sociétal, soit au contraire décidaient de bannir l'idée d'une procréation parce qu'il était hors de question de rajouter un petit être humain dans ce monde pourri. Je lui dis que c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose, parce que quand tout nous échappe, c'est normal de vouloir reprendre le contrôle de la situation et forcément de décider quelque chose. Et je crois en plus fondamentalement que décider, c'est chercher à aller mieux. En tout cas, moi, décider, je l'ai fait un jour. J'ai décidé d'entrer, comme on dit, en psychanalyse. J'avais une 20aine d'années, parce que moi et mon surmoi, le surmoi, c'est la toute-puissance, vous savez, c'est cette instance du contrôle dans l'inconscient. Eh bien, en fait, on était très, très hyper contrôlants. On avait vraiment besoin de faire tout par nous-mêmes. Moi et mon surmoi, on ne faisait pas confiance vraiment à grand monde. Et surtout, dans mon immense solitude d'enfant unique, j'avais pas beaucoup de piliers sur lesquels me reposer. Et cet hyper-contrôle était quand même très gênant dans mon quotidien. C'était gênant dans mes relations, bien évidemment. Donc j'ai voulu y voir de plus près. Et puis je savais
au fur et à mesure de cette psychanalyse que, dans le fond, je le tenais de ma mère. Ma mère qui était très hyper contrôlante, elle était tellement hyper contrôlante que, en fait, voilà ce qui se passait dans la maison. C'est-à-dire qu'elle était très intrusive, très invasive. Elle avait besoin comme ça que rien ne lui échappe. Et donc, régulièrement, elle attendait que je parte à l'école, donc au collège, puis au lycée, ce qui veut dire que ça a duré quand même des années, et elle opérait des fouilles dans ma chambre. Donc, elle empiétait mon périmètre. Il faut imaginer des fouilles un peu comme les cellules d'un pénitencier. Il faut imaginer les fouilles comme les cellules d'un pénitencier. C'est-à-dire vraiment, elle cherchait. Et quand je rentrais de l'école, il y avait forcément un butin. Bon, c'était pas le grand banditisme, hein, c'était un journal intime, c'était des paquets de bonbons, des petits mots doux quand je recevais. Enfin, il n'y avait pas non plus de quoi fouetter un chat. Mais ce qui était intéressant, c'est cet hyper-contrôle-là qu'il fallait trouver un butin, le poser sur mon bureau et juste ne rien dire. Quand je rentrais de l'école, je montais dans ma chambre, je savais qu'elle savait que nous savions. Et là, on a atteint des sommets d'hyper-contrôle, parce que rien n'était dit. Moi, je feignais d'être impassible, alors que je fulminais de rage d'avoir été évidemment non respectée dans mon périmètre. Et elle avait l'air très très contrariée, et ça tenait finalement au froncement de ses sourcils et à son mutisme. Ça a été vraiment des moments d'une culpabilité assez rare, et franchement, qu'un parent produise ça à son enfant, c'est ça qui m'a questionnée. Ce qui m'a d'autant plus questionnée, c'est que sa mère était une championne olympique de l'hypercontrôle, et alors là, vraiment mauvaise pioche, c'est bien ma grand-mère maternelle qui m'a élevée quand j'étais toute petite. Et là, l'hypercontrôle allait à un tel niveau, c'est que je me rappelle encore, j'étais toute petite, puisque j'étais dans l'acquisition de la propreté, c'est vous dire, et elle me levait, elle me mettait sur le pot, elle me disait « fais », comme si, en fait, elle était censée croire qu'elle avait un pouvoir, en fait, sur mon organisme. C'est vous dire à quel point certaines mères peuvent aller dans l'abus. Et donc, vous voyez bien que dans le cours de ma thérapie, j'avais là se dessiner un arbre généalogique avec une branche maternelle dans un matriarcat absolu. Et ça m'a littéralement horrifiée parce que j'étais à la croisée des chemins, moi, fille et petite fille d'hypercontrôlante, et que si je ne mettais pas un terme à cette reproduction, forcément, j'allais faire souffrir mes deux filles, qui allaient peut-être elles aussi reprendre le flambeau, mais ça allait s'arrêter quand ? Donc, il fallait le réformer. Et c'est vrai que cette question de la reproduction m'a toujours beaucoup, beaucoup intriguée à vouloir reproduire quelque chose dont on a souffert, mais le reproduire quand même. Alors, c'est là où il faut comprendre, c'est que ces mères, c'est un cauchemar. Et le portrait que j'en fais là, vous pouvez peut-être le reconnaître dans votre entourage, ou peut-être vous-même, on pourra en parler peut-être après si vous voulez, mais... vous savez comment on les appelle, en fait, ces mères hyper contrôlantes dans mon cabinet ? On les appelle les reines de la ruche. Parce que tout tourne autour d'elles. Elles sont très intrusives, elles sont invasives, elles ont besoin d'être consultées pour tout et rien, elles ont besoin d'organiser elles-mêmes le Noël parce que chez elles c'est mieux, elles ont besoin de tout contrôler. Et rien n'est possible autrement. En revanche, c'est vrai qu'elles sont quand même exceptionnelles. D'abord, maintenant, elles travaillent. Et en plus de leur activité professionnelle, elles sont partout. C'est-à-dire qu'elles considèrent qu'il faut produire les choses comme elles le veulent, elles, par leur prisme. Donc, elles vérifient tout. Et cet hyper-contrôle-là fait quand même qu'elles sont très fiables à 100 000 %. C'est-à-dire qu'elles vont s'occuper des repas, des courses, des sorties d'école, des devoirs, évidemment. Elles sont capables de cuisiner en faisant réciter une poésie, tout en regardant dans le jardin ce qui se passe. Enfin, elles sont vraiment extraordinairement mobiles et surtout, elles s'occupent de l'administration, de l'administratif du ménage, de l'organisation des vacances. Elles sont des mamans taxi, elles accompagnent l'un au foot, l'autre à la danse, elles sont toujours à l'heure, jamais en retard, elles ratent jamais un rappel de vaccin, elles encouragent, elles éduquent, elles accompagnent, elles se déguisent dans les kermesses, elles font des repas d'anniversaire extraordinaires, enfin des goûters. Et tout ça, en fait, ce n'est pas extraordinaire parce que c'est au pas de charge.
C'est lourd, c'est pesant, et surtout, ça manque cruellement d'un élément, c'est l'affect. Ce sont des mères que l'on appelle des mères opératoires, c'est-à-dire qu'en fait, on les définit dans une fausse présence. Elles sont là tout le temps, et pourtant, il manque l'élément essentiel qui est l'affectif. Alors oui, elles ne parlent que par injonction. Donc elles donnent des ordres, ce qui fait qu'elles sont vraiment des reines, pour le coup, dans un absolutisme vraiment primaire. Alors, comment c'est possible ? Comment c'est possible d'en arriver là, alors qu'on est tout amour quand un enfant naît, qu'on est tout émerveillé, qu'il est vraiment fantastique ? Et pourquoi on devient ce gendarme ? Et d'ailleurs, dans ma patientèle, il y a bien quelqu'un qui l'appelle mon général. Eh bien, en fait, elles ont peur. Elles ont peur, et c'est ça qui est tragique. C'est parce que, dans le fond, elles ne savent pas ce qu'on va dire d'elles. Elles sont là pour parer à tout. Elles espèrent éventuellement qu'il n'y aura pas d'accident qu'on pourrait venir leur reprocher. Elles ont un énorme besoin de reconnaissance aujourd'hui, à brandir une espèce de charge mentale qu'elles cultivent elles-mêmes et qu'en même temps, elles reprochent aux autres. Or, pour autant, c'est bien elles qui déresponsabilisent, c'est elles qui ne peuvent pas, en fait, déléguer quoi que ce soit. Et donc, elles manquent d'empathie forcément parce qu'elles ne comprennent pas ce que l'entourage ressent. Donc, vous voyez, c'est finalement très infantile. Et c'est d'autant plus infantile que, l'air de rien, si vous regardez bien, ce sont des mères qui boudent. Vous vous rendez compte que la bouderie, c'est quand même le matériau de l'enfant par définition. Et elles ne boudent pas 2 heures. Ce sont des femmes qui sont capables, et j'ai des témoignages, des récits incroyables dans ma patientèle, ce sont des femmes qui sont capables de bouder plusieurs jours, voire des semaines. Donc en fait, elles chargent en culpabilité l'autre pour pouvoir continuer à prédominer. Et puis en fait, comme elles ne négocient rien, on peut aussi imaginer qu'il y a comme une espèce de rivalité qui s'instaure, et il est très courant de constater que, dans le fond, elles sont en rivalité avec leurs propres enfants qui sont gâtés par leur grand-mère, donc leur mère à elles, et elles voient bien que leurs enfants ont un traitement bien supérieur et bien plus amical, affectueux qu'elles n'ont eu de leur propre mère. Et c'est un litige qui va rester de manière très inconsciente, en toile de fond, en quelque sorte. Donc oui, ces mères opératoires, dans une fausse présence, ont un hyper-contrôle qui est d'abord la peur de ne pas être validée, d'abord de ne pas se sentir forcément à la hauteur de l'enjeu parental, et puis surtout, on peut parler de ce qu'on appelle un complexe de castration, c'est-à-dire cette idée qui est un préjudice à réparer de l'enfance, peut-être parce que dans le fond, elles n'auraient pas reçu le regard qu'elles auraient été en droit d'attendre si peut-être elles avaient été un garçon. Et ne croyez pas que c'est de l'ancien siècle, c'est encore une réalité qu'on investisse davantage un garçon qu'une fille. En tout cas, ces mères hyper contrôlantes, on peut considérer que c'est un dénominateur commun chez elles. Et puis vous voyez dans ce très beau dessin qui a été fait par Sylvie Faure, qui est une illustratrice remarquable, tous ces dessins sont d'elle, vous voyez ce côté un peu masculin. Elle part en conquête parce que dans le fond, dans son histoire, il y a une revanche à prendre et elle doit dépasser les limites du supportable pour pouvoir se ressentir. Donc vous voyez que ça ne colle pas du tout avec l'image d'une femme accomplie, dans la pleine fleur de l'âge, aimante. Non, elle gouverne. Elle gouverne. Le problème dans cette gouvernance-là, c'est qu'elles sont des régentes absolutistes sans contre-pouvoir. Il n'y a personne qui vient s'opposer à ça. C'est-à-dire les compagnons de vie qu'elles se sont choisis sont soit des gens qui sont vraiment ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont absents, ils ont beaucoup investi le champ de leur activité professionnelle et de ce fait-là, eh bien, ma foi, ils ne sont pas là pour voir ce qui se passe de manière intrusive dans la maison. Soit ils sont d'une complaisance incroyable, ils sont gentils, aimants, vraiment attendris par ces femmes, et je pense que là, il y a aussi ce dénominateur commun de l'infantile, parce que ce sont des hommes qui ont besoin de s'abriter quelque part sous cette férule, et ça leur va bien. Et puis il y a ceux qui subissent comme les enfants. Alors évidemment, le plus dur dans ce surinvestissement, c'est que le bilan n'est pas très bon.
on peut dire que même c'est une action contre-productive parce que les enfants, peut arriver qu'ils soient comme moi plutôt très résistants, mais à ce moment-là, le problème, c'est qu'ils vont vers des transgressions, des cachotteries, ils font leur bulle. Alors, c'est peut-être pas très grave quand c'est pas dangereux, mais évidemment, moi, j'en accompagne certains qui sont allés jusqu'à la toxicomanie et de manière très, 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 très violente pour eux-mêmes. Je pourrais même dire que l'anorexie, quelque part, c'est une forme de contre-pouvoir à un hyper-contrôle maternel. À un moment, la jeune fille dit « Stop, je prends le contrôle de mon corps et tant pis si ça ne te plaît pas ». C'est ce qu'on appelle de la résistance passive. Et de ce fait-là, les mères hyper-contrôlantes n'ont plus aucun accès, elles s'arrachent véritablement les cheveux et ça devient une tension nucléaire dans la maison. Ou alors sont des enfants qui s'éteignent, littéralement. Ils s'éteignent, ils peuvent s'auto-saboter, ils manquent d'estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance, ils s'anesthésient émotionnellement aussi. Ils sont dans ce qu'on appelle la crainte de l'effondrement, c'est-à-dire qu'ils vont éviter de faire quelque chose parce que de ce fait-là, ça va permettre de se prémunir d'une espèce d'énervement ou d'éclatement ou de quelque chose dont ils seraient gestionnaires et qu'ils ne pourraient pas supporter eux-mêmes par culpabilité. Alors, moi, j'ai inventé un concept pour expliquer certaines choses à mes patients et ce concept, je l'appelle le concept de la poupée préférée. C'est une poupée vivante. C'est une poupée qui se laisse animer par une mère hyper contrôlante et qui ne s'appartient pas. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Et ça arrive beaucoup. Globalement, je pourrais dire que 100% des jeunes qui viennent à mon cabinet sont des jeunes qui sont des poupées préférées. Ce sont des enfants consolateurs, parfois. Ils sont très infantilisés parce que la maman a besoin de se consoler elle. Attention, c'est pas le contraire, bien sûr. Mais elle les coiffe, elle les habille, elle les gronde, elle les exhibe quand ils sont plutôt dans des bonnes performances scolaires ou ils ont fait quelque chose de chouette à l'école ou en sport ou je ne sais quoi. Ils ne s'appartiennent pas. Et il y a évidemment des mères qui persistent à vouloir infantiliser leurs enfants, au moins un ou deux. S'il y a la fratrie est nombreuse, pour pouvoir justement se rendre utile, puisque leur prisme, c'est justement l'utilité. Elles ont besoin de tout contrôler parce qu'elles ne peuvent se reconnaître qu'en tant que personne utile. Alors ça me rappelle une patiente, et c'est l'exemple que je vous proposerai aujourd'hui. Elle arrive, elle a 50 ans, elle dit qu'elle va bien. Ok, j'écoute, séance préliminaire. Elle me parle de son fils, qui est son 3e fils, qui est un jeune adulte, il vient d'avoir la majorité, et il ne fait plus rien. Il est dans sa chambre, il renonce à ses études supérieures, et d'ailleurs, elle ne sait même pas ce qui se passe dans la chambre, parce qu'à ce stade-là, il lui a interdit l'accès. Mais il ne s'oriente plus, il ne peut rien faire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a tellement été habitué à obéir au doigt et à l'œil, avec le sourire, à cette mère hyper contrôlante, que dans le fond, il a littéralement aboli sa pensée. Donc à un moment où il doit s'orienter, à un moment où il doit s'organiser dans sa projection de lui-même et s'incarner, il en est littéralement incapable. Et je ne sais pas si vous imaginez le truc quand même, c'est que cette femme vient me voir, moi, pour parler de lui, mais sans lui. Vous voyez à quel point elle a dirigé les débats et il n'a pas le droit de citer. Donc, vous voyez que à un moment, moi, je me dis, c'est incroyable. Donc, je lui dis, madame, peut-être on pourrait parler de ce qui a produit son attitude. Et c'est là qu'elle commence tout de suite à élargir le champ de vision, à coopérer avec moi. Et c'est là où je me sens contributive. Et elle m'explique qu'elle a une mère hyper contrôlante. Tiens donc, on était fait pour se rencontrer. Et que la froideur maternelle l'a encouragée à être dans cet hyper-contrôle et qu'elle n'a pas vu venir le péril. Je dis, mais je crois, madame, que c'est vous que peut-être je pourrais recevoir en thérapie et non votre fils. Parce que votre fils, je suis sûre qu'il ira très bien. Et elle est restée. Et je la remercie. Et j'espère vraiment pouvoir être aussi contributive qu'avec cet exemple-là, parce que depuis qu'elle a pu verbaliser, parce que l'acte de verbalisation, c'est le champ de la psychanalyse qui le propose. C'est cette capacité qu'on a à identifier ce qui ne va pas pour le rendre moins flou. Et de fait, ça c'est sûr qu'elle parle maintenant. Elle parle dans mes webinaires, elle a parlé à son fils, elle a parlé bien sûr à son mari qui lui était complaisant, elle a parlé à ses autres enfants, elle a parlé à sa mère.
Et elle a compris, elle a élargi son champ de vision. Et elle est passée vraiment du modèle de contrôle au modèle de maîtrise. Et elle a compris qu'elle avait reproduit quelque chose d'une grande souffrance. Et donc, c'est là où cette étude que j'ai menée pendant 3 ans dans mon cabinet, alors en toute humilité sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de patients, j'ai bâti une théorie qui s'appelle la trilogie inconsciente que vous voyez là sur ce dessin, qui est le fait que dans le fond, il y a cet enfant, cette poupée préférée en nous qui se maintient si on n'y comprend rien et qui colore nos comportements, qui colore cet aspect absolument délétère de nos relations. Et en quoi tient cette trilogie inconsciente? En 3 piliers. Je souffre, et si je souffre, comment faire pour arrêter d'en souffrir? Eh bien, normaliser ce qui se passe autour de moi, ainsi je ne souffre plus. Ça s'appelle un mécanisme de défense. Et le problème de la normalisation, c'est qu'une fois qu'on est dans ce piège-là, forcément on reproduit puisque c'est normal. Alors ça donne des choses dingues, parce que la reproduction, j'en ai déterminé 3 types. Le premier type, par exemple, c'est reproduire les choses sur soi. Par exemple, ça pourrait être « j'ai été un enfant dévalorisé toute ma vie ». Eh bien, voilà, je continue à me dévaloriser, à m'humilier, parce que dans le fond, ça fait partie des choses que j'ai compris de moi et je n'ai le droit à rien d'autre. Ça, c'est un principe masochiste. Ça peut être aussi une reproduction sur autrui. Par exemple, ça c'est fascinant, des gens qui font vivre des calvaires à rester 5 heures durant sur une table de travail un dimanche, alors qu'il fait beau, en plein été, à cause d'un devoir de maths que l'enfant ne fait pas, alors qu'eux-mêmes ont vécu ce calvaire avec l'injonction à la réussite scolaire 30 ans avant avec leurs parents. Ça s'appelle du sadisme. Donc c'est une reproduction sur autrui. Et la souffrance que l'on reproduit sur les deux, sur soi et sur autrui, eh bien l'hypercontrôle en fait partie. Parce que dans le fond, pour être hyper-contrôlant, il faut drôlement accepter de faire du tort à l'autre. Et je voudrais un jour que les enfants cessent de venir me dire « Si, j'ai été un enfant très heureux », parce qu'on voit bien que la normalisation s'est posée là. Et je voudrais bien qu'on comprenne que cet hyper-contrôle sur l'autre, en fait, c'est une énorme exigence, une énorme vigilance sur soi, pour soi, contre soi-même. Et c'est pas supportable. Alors cette trilogie inconsciente, qui est donc devenue le sujet de ce livre, qui en fait, effectivement, a fini par être publié, eh bien, j'aimerais... Alors, c'est pas une trouvaille non plus, hein. Dans la bibliothèque psychanalytique, il y a des tas de concepts qui expliquent la reproduction et les erreurs répétitives. Mais je trouve que c'est une façon assez simple et assez accessible de l'expliquer. Et ça fait partie de mon credo pour arriver à cette maîtrise de mon art qui est d'être psychanalyste, enfin j'espère. Eh bien, j'essaye de simplifier les choses, de les rendre très très accessibles et démocratisables pour pouvoir les rendre utiles. Alors donc, si ce soir, j'espère en tout cas avoir convaincu quelqu'un, au moins une personne, si parmi vous, quelqu'un a compris que dans le fond, coopérer avec les événements, être contributif par rapport à l'autre, dans la relation à l'autre, par rapport à soi et à son droit au bonheur, j'aurais apporté ma contribution. Merci beaucoup.